Est-ce que vous connaissez la définition de l'égoïste? J'appelle égoïste celui qui ne pense pas à moi. Eh bien, je vous remercie pendant quelques heures peut-être d'être aussi peu égoïste et de bien vouloir m'écouter et me regarder sans trop d'impatience. Je sais que c'est très difficile de parler de soi et je voudrais vous assurer qu'en parlant de moi, je voudrais en même temps parler de vous. Je crois que chaque écrivain, lorsque il raconte ses souvenirs, lorsqu'il parle de son enracinement, lorsqu'il parle de ses traditions, en réalité essaye d'atteindre à l'universel. Mais l'universel ne s'atteint pas de façon abstraite et de façon générale. Je crois que l'universel ne s'atteint qu'en parlant de ses propres racines, de ses propres conditions de vie et de sa propre expérience. Eh bien, mon expérience est liée à une certaine image et à une certaine tradition française. Ma famille a toujours été au service de l'État. Dès son origine jusqu'à nos jours, nous n'avons jamais été dans les affaires, comme on dit, ou dans le commerce, ou dans l'industrie. Nous avons été d'un bout à l'autre au service de l'État. Et finalement, de tous les régimes qui se sont succédés en France, nous avons servi la monarchie, nous avons servi la République, et il n'y a que l'Empire que nous n'ayons pas réellement servi. Et parmi mes ancêtres, il y a des gens qui ont marqué tous ces différents aspects de la France. J'ai eu des ancêtres qui ont été guillotinés sous la Révolution, et j'en ai d'autres. J'ai des grands-grands-parents en ligne directe qui ont au contraire servi la Révolution et servi la Révolution de façon assez ferme et même quelquefois assez violente. Il y a un endroit en France qui est lié à l'histoire de ma famille et que j'ai introduit moi-même dans mes livres, et je pense que nous en reparlerons sous d'autres aspects, qui s'appelle Saint-Fargeau. Saint-Fargeau est un très très grand château à une vingtaine de kilomètres de la Loire, entre la Loire et la Bourgogne. Et ce château a été successivement la propriété de la famille de Hugues Capet. Il a été ensuite, il est passé par différentes familles, il a été la propriété de Jacques Coeur, il est rentré de nouveau dans la famille royale avec la grande mademoiselle qui était la cousine de Louis XIV, qui avait voulu épouser Louis XIV, qui s'était brouillé avec Louis XIV, qui avait fait tirer du haut de la Bastille sur les troupes de Louis XIV, et qui avait épousé, contre la volonté du roi, un personnage qui s'appelait Lauzun, et le roi avait été très mécontent, et elle avait été obligée de s'exiler à Saint-Fargeau. Ensuite, Saint-Fargeau a été vendu, et est entré dans la famille de ma mère, et ma mère descendait d'une famille qui s'appelait les Lepelletier de Saint-Fargeau. Les Lepelletier de Saint-Fargeau étaient des personnages qui étaient relativement importants, et il y avait un Lepelletier de Saint-Fargeau qui avait une assez grosse fortune, et notamment Saint-Fargeau, à la fin du XVIIIe siècle. Et ce personnage avait des opinions d'extrême gauche, c'est-à-dire qu'il était un peu à gauche de Robespierre. Et en réalité, il était assez proche de ce qu'on appelait alors les babouvistes, c'est-à-dire les ancêtres des communistes. Et évidemment, je crois que ça ne doit plus nous surprendre, tout le monde sait aujourd'hui qu'on peut être communiste et avoir une énorme fortune. Les exemples ne manquent pas. En France, il y a
un personnage très puissant qui s'appelle Doumenc, qui est en effet milliardaire et communiste, et je crois qu'on trouverait dans tous les pays du monde, et notamment aux États-Unis, des exemples de très grosses fortunes qui ont des opinions d'extrême gauche. Et Lepelletier de Saint-Fargeau était donc conventionnel, député à la Convention nationale, et lorsque Louis XVI est passé devant la Convention nationale, mon ancêtre, mon grand-père, en ligne directe, Louis-Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, a voté la mort du roi. Et à l'époque, ça a fait une sorte de scandale, parce que Lepelletier de Saint-Fargeau était un personnage qu'on avait vu beaucoup à Versailles. Avant la Révolution, il allait évidemment à Versailles, il avait des liens avec la famille royale, et il avait voté la mort du roi. Et Lepelletier de Saint-Fargeau, le jour de l'exécution de Louis XVI, c'est-à-dire le 21 janvier 1793, était en train de déjeuner dans un bistrot du Palais Royal qui s'appelait, je crois, Février, lorsque il y a un autre personnage qui est entré dans le restaurant et qui était un ancien garde du roi qui s'appelait Paris. Paris a reconnu Lepelletier de Saint-Fargeau et lui a dit « Citoyen, êtes-vous Lepelletier de Saint-Fargeau » ? « Oui, a dit l'autre, je suis Lepelletier de Saint-Fargeau. » Et Paris, sortant son épée, la lui a passée à travers le cœur. Et Lepelletier de Saint-Fargeau est mort, assassiné par un ancien garde du roi. Ça a fait naturellement beaucoup de bruit à l'époque, et mon arrière-grand-père est devenu une sorte de héros de la Révolution. Il y avait deux héros de la Révolution qui avaient été tués pour la Révolution. L'un était Marat, tué dans sa baignoire, comme vous savez, par Charlotte Corday, et l'autre était mon arrière-grand-père, tué par Paris, parce qu'il avait voté la mort du roi. Et là se succèdent un certain nombre de scènes invraisemblables. Lepelletier de Saint-Fargeau avait une fille qui s'appelait Suzanne, et cette Suzanne était donc mon arrière-arrière-grand-mère, et cette Suzanne avait 5 ou 6 ans au moment où Lepelletier de Saint-Fargeau a été assassiné. Et Robespierre l'a pris sous sa protection, l'a amené à la Convention nationale. Vous savez qu'à cette époque-là, on aimait beaucoup à la fois trancher les têtes, mais aussi on aimait beaucoup les grands sentiments, les larmes, les attendrissements. On pleurait beaucoup, on guillotinait les gens et on pleurait beaucoup. Et Robespierre est arrivé à la Convention nationale avec la petite Suzanne Lepelletier entre ses bras, et il l'a présentée à la Convention nationale en disant « Voilà la fille du héros qui est mort pour la Révolution ». Et grande émotion dans la Convention nationale, on applaudit, on se lève, et on donne à mon arrière-grand-mère le nom de Mademoiselle Nation. Et elle devient la pupille de la nation. Et c'est peut-être à cause de ces événements que le château de Saint-Fargeau a été protégé et que, loin d'être détruit comme beaucoup d'autres châteaux, il a été conservé et choyé par la Révolution, puisqu'il appartenait à la fille d'un héros et d'un martyr de la Révolution. Tout le monde sait que les enfants des conservateurs ou des réactionnaires sont souvent révolutionnaires. Mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants des révolutionnaires ? Eh bien, tout naturellement, ils sont conservateurs. C'est la réaction naturelle des générations montantes à l'égard des générations descendantes. Eh bien, cette jeune Suzanne Lepelletier de Saint-Fargeau, qui avait été présentée à la Convention nationale dans les bras de Robespierre, quand elle a eu 18 ou 20 ans, elle est devenue monarchiste.
où elle est redevenue monarchiste, puisque à l'origine, la famille des Lepelletier de Saint-Fargeau était évidemment monarchiste. Et elle a été horrifiée par les souvenirs de son père. L'idée que son père avait voté la mort du roi, avait été conventionnel, avait été un compagnon de Robespierre et plutôt à la gauche de Robespierre, comme je l'ai dit, eh bien tout ça lui faisait horreur et elle s'est mise en réaction contre le souvenir de son père à racheter tout ce qui pouvait lui rappeler Lepelletier de Saint-Fargeau pour le détruire. Or, parmi les souvenirs de Lepelletier de Saint-Fargeau, il y avait un souvenir extrêmement important qui était un tableau de Lepelletier de Saint-Fargeau sur son lit de mort au moment où il a été percé, comme je l'ai raconté, par l'épée de Paris, le garde du roi. Et ce tableau de Lepelletier sur son lit de mort était une œuvre très belle de David. David était conventionnel lui-même, révolutionnaire lui-même, et il avait été obligé de se réfugier en Belgique. Suzanne Lepelletier, sous la Restauration, a été trouver David en Belgique et lui a proposé de racheter le tableau de son père mort. David a beaucoup hésité parce qu'il savait que les intentions de la jeune Lepelletier étaient de détruire beaucoup de choses qui concernaient son père. Mais Suzanne Lepelletier lui a offert 100 000 francs or, ce qui était une somme qui ne prête pas à rire. C'est très difficile de savoir ce que valent 100 000 francs or. Enfin, je pense que ça doit dépasser le milliard d'aujourd'hui, ou 2 ou 3 milliards d'aujourd'hui, quelque chose comme ça. C'était une somme extrêmement importante et David a vendu le tableau de Lepelletier sur son lit de mort à la fille du héros ou de la victime ou du bourreau, comme on voudra. Et ce tableau est le pendant d'un autre tableau très connu, qui est le fameux tableau de Marat dans sa baignoire. Et évidemment, si ce tableau existait, nous avons des gravures de ce tableau. Il y a différentes gravures qui représentent ce tableau, mais ce tableau lui-même n'existe plus. Pourquoi? Eh bien, pour la raison suivante. C'est que mon arrière-grand-mère, lorsqu'elle a eu ce tableau, avait promis à David, qui se méfiait, de ne pas le détruire. Aussi ne l'a-t-elle pas détruit, mais suivi d'un seul vieux serviteur, une nuit, à Saint-Fargeau, elle a été le murer dans une des murailles de Saint-Fargeau. Saint-Fargeau est un château immense, un des plus grands de France, et c'est même parce qu'il est si grand que nous avons eu des malheurs, parce que nous l'avons conservé dans la famille, mais nous n'avons pas pu le garder jusqu'au bout, et il y a une vingtaine d'années, je n'étais plus un enfant, ni même un jeune homme, ma famille a été obligée de vendre le château qu'elle ne pouvait plus entretenir. C'est dire que ce château était immense. Je crois qu'il y avait près de 2 hectares de toit. Et entretenir 2 hectares d'ardoise, c'est évidemment assez cher. Et le château a la forme d'un pentagone de briques roses avec des grosses tours et entoure une sorte de cour intérieure. Et pour vous donner une idée des dimensions du château, pendant l'occupation allemande, il y avait 100 à 120 chars allemands dans la cour intérieure du château. Eh bien, c'est quelque part dans ce château que mon arrière-grand-mère a muré le tableau de son père par David. Naturellement, tout au long des années qui nous séparent
du début du XIXe siècle, nous avons essayé de retrouver ce tableau. Nous avons essayé de sonder les murs, nous avons même fait venir des radiesthésistes ou des voyantes pour tâcher de trouver l'endroit. Nous ne l'avons jamais trouvé. Et lorsque nous avons été obligés de vendre le château, nous avons mis une clause spéciale en disant que quel que soit l'acheteur, à n'importe quel moment, si on retrouvait le tableau serait la propriété de l'État. Non pas la nôtre, mais il y aurait obligation de remettre le tableau à l'État. Mais je doute un peu qu'on ne retrouve jamais ce tableau qui, pourtant, selon toute vraisemblance, est dans les murs de l'immense château de Saint-Fargeau. C'est à Saint-Fargeau que j'ai passé en effet une partie de mon enfance, non pas toute mon enfance, parce que j'ai eu une enfance un peu particulière, parce que mon père était diplomate. Les diplomates sont la dernière tribu nomade qui est autorisée à voyager de pays en pays avec des plumes sur la tête. Vous savez, les bicornes dans lesquelles il y a les plumes des ambassadeurs. Eh bien, j'ai vécu cette vie-là et je suis arrivé en Allemagne à l'âge de quelques semaines. Je crois que quand je suis arrivé en Allemagne, je n'avais pas 2 mois, je venais de naître, Hitler était en prison. Vous savez qu'à la suite d'un putsch qui avait échoué, il avait été mis en prison. Et quand mon père a quitté l'Allemagne, en 1933, Hitler était chancelier du Reich. Alors là aussi, peut-être qu'il y a des événements historiques qui ont entouré mon enfance. J'ai passé toute mon enfance en Bavière et je suis un Bavarois. J'ai parlé allemand avant de parler français. Je parlais allemand mieux que le français jusqu'à 8 ou 10 ans. Et j'ai parlé le français avec un accent allemand jusqu'à 12 ou 13 ans. Car c'est en allemand que j'avais fait toutes mes études. J'avais des Lederhosen, vous savez, des culottes de peau, et je vivais entre les lacs de Bavière et Garmisch-Partenkirchen ou Berchtesgaden, et j'allais faire de la luge ou du ski comme enfant sur les pentes des Alpes. Et en été, nous rentrions en France, et c'est là que je retrouvais Saint-Fargeau, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et un souvenir d'enfance, j'ai très peu de souvenirs d'enfance. Je sais que beaucoup d'écrivains se revoient à l'âge de 4 ans, à l'âge de 3 ans. J'ai très peu de souvenirs d'enfance. Un de mes souvenirs d'enfance est lié à l'hitlérisme. Je devais avoir, je pense, 5 ans. 5 ans, 6 ans, peut-être 5 ans. Et j'étais sur le balcon de notre maison quand passait sous les fenêtres un détachement de SS. Il faut se rappeler que j'avais 5 ou 6 ans, j'ai vu passer des soldats. Ils chantaient merveilleusement au son des fifres et des tambours. Je pense qu'il faisait beau, je vois les drapeaux, j'écoute la musique, je rappelle que j'avais 5 ou 6 ans. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'applaudis frénétiquement. Et au même moment, et je crois que c'est un de mes plus anciens souvenirs d'enfance, au même moment, je reçois une formidable claque de mon père. Et je crois que c'est la seule claque qu'il m'ait jamais donnée de sa vie. Et la première gifle de ma vie et la seule gifle de mon père, peut-être d'ailleurs la seule gifle que j'ai jamais reçue de ma vie, est donc une gifle antifasciste. Et évidemment, je ne comprenais pas ce que je faisais et je ne comprenais absolument pas pourquoi mon père exaspéré m'avait donné une gifle. J'ai compris plus tard, et même encore quand nous étions en Allemagne et que je commençais à comprendre, mon père était très violemment anti-hitlérien. Et tous les matins, au petit déjeuner, nous recevions une photo de mon père avec les yeux crevés, qui était évidemment envoyée par les hitlériens en train d'essayer de prendre le pouvoir en Allemagne.
Et mon père était très lié avec tout le milieu cultivé, avec les deux frères Mann, avec Thomas et Heinrich Mann, avec beaucoup de cinéastes, avec beaucoup de peintres, avec beaucoup de poètes, avec Walter Benjamin, avec des gens de ce niveau-là, et parmi lesquels il y avait naturellement beaucoup de juifs qu'il a contribué à faire sortir quelquefois d'Allemagne pour aller se réfugier en France, où hélas, ils ont été souvent rattrapés par les Allemands ou par Vichy en 1940. Et cette enfance m'a elle aussi beaucoup marqué, et peut-être que de même que l'histoire de Lepelletier de Saint-Fargeau m'a fait rêver, eh bien je pense que l'arrivée du nazisme en Allemagne au lendemain de la grande crise économique de 1929-1930, et nous étions en Allemagne à cette époque-là, qui était une chose terrible, n'est-ce pas? On allait à la pharmacie acheter une brosse à dents et on disait combien vaut cette brosse à dents, on vous répondait elle vaut 2 millions de marks. On disait ah mais je n'ai qu'1,5 million sur moi, je vais aller chercher de l'argent. Alors on allait chez soi chercher le demi-million de marks qui vous manquait, et vous reveniez à la pharmacie, on vous disait ah non, elle ne vaut plus 2 millions de marks, elle en vaut 4 maintenant, n'est-ce pas? Et on arrivait à 400 millions, 500 millions, 600 millions de marks pour des objets absolument usuels. L'inflation que nous avons vécue ne donne qu'une idée très faible de ce qu'était le chômage et l'inflation en Allemagne dans les années terribles, n'est-ce pas, qui naturellement ont précipité l'avènement de Hitler. Et là encore, comme à Saint-Fargeau, peut-être qu'il y a eu autour de moi une sorte de présence de l'histoire qui a été déterminante dans ce que j'allais écrire plus tard et sur l'image que j'allais me faire du monde, avec beaucoup de goût du bonheur et beaucoup de goût du plaisir qui doivent me venir de mon fond propre, et peut-être d'une très grande joie à vivre que j'éprouve, mêlée à ces drames de l'histoire qui m'ont donc entouré quand j'étais enfant. Que dire encore de cette enfance qui en soi n'a rien d'extraordinaire, mais où on peut peut-être trouver simplement les racines de ce que j'allais faire plus tard. Après l'Allemagne, mon père a été successivement ambassadeur en Roumanie et au Brésil, et j'ai connu des climats et des régions extrêmement différentes, et au Brésil, j'ai eu des journées plus calmes qu'en Allemagne, et des jours qui aujourd'hui me paraissent extraordinaires. Il y a quelques années, je suis retourné au Brésil pour un colloque organisé par l'UNESCO. Et c'était la première fois que je retournais au Brésil, où j'avais donc vécu, quand j'étais déjà plus grand au Brésil, je devais avoir 12 ans, entre 10 ans et 14 ans. Et je n'étais jamais retourné au Brésil, et en débarquant d'avion, il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, j'ai eu une espèce d'inspiration. Je me suis dit, il faut que je me précipite voir l'ambassade de France où j'ai été élevé. Et j'ai pris un taxi et j'ai été directement de l'aéroport à l'ambassade de France. Et bien m'en a pris. Parce qu'au moment, ce sont quand même des événements qui sont tellement prodigieux, n'est-ce pas? Au moment où j'arrivais devant cette maison, qui était une grande maison avec des colonnes, peut-être un peu bizarrement, qui avait l'allure un peu d'une maison, d'un ancien palais un peu hellénisant à Rio, au moment où je suis arrivé devant cette maison, les bulldozers étaient en train de la détruire. Et j'étais devant cette maison où j'avais passé 3 ou 4 ans de ma jeunesse. Et j'avais les mains derrière le dos, et je dois le dire, les larmes aux yeux. Et je revoyais mon enfance, et mon père, et ma mère, et mon frère, et toute cette vie très calme que nous avions passée
à Rio dans les années 36 ou 38, et je voyais les bulldozers en train de détruire cette maison. Ça donne une idée et une image de la précarité des choses de cette vie. Et ensuite, j'ai vu à Rio de Janeiro ce que vous voyez si vous allez vous promener de ce côté-là. Naturellement, toutes les plages que j'avais connues vierges, absolument envahies par les gratte-ciel, et la ville envahissant non seulement Copacabana, non seulement Ipanema, non seulement le Leblon, mais même les plages au loin, et la ville tentaculaire, n'est-ce pas, s'étendant sur toutes ces plages, sur toutes ces collines, sur toutes ces régions où il y avait la forêt vierge et où maintenant il y a des gratte-ciel. Mon père était ambassadeur à Rio et il a compris très vite, probablement parce qu'il avait eu l'expérience en Allemagne de la montée de Hitler, que la guerre était inévitable. Et il a précédé sa retraite, nous sommes rentrés en France et la guerre nous a saisis, la guerre que mon père avait toujours annoncée, nous a saisis à ce moment-là, en 1939, en France. Et j'ai poursuivi mes études, je ne vais pas raconter tout ça qui n'a aucun intérêt. Peut-être que ce qu'il faut raconter simplement, c'est que j'étais un élève assez bon. Je sais que pour être un bon écrivain, il vaut mieux avoir été un cancre. C'est vrai, je crois que beaucoup de grands écrivains ont été des cancres. Je suis désolé d'avouer que j'étais un assez bon élève. J'étais un assez bon élève, surtout en français, en histoire, en latin, en grec. Bon, j'étais même, oui, j'étais assez bon, très bon, même dans ces disciplines-là. J'étais très mauvais en sciences naturelles ou en physique. Et tout naturellement, j'ai été amené à préparer une école qui s'appelle l'École normale supérieure et qui est l'école où on forme les professeurs de grec, de latin, de français, et qui a donné naissance à beaucoup d'hommes politiques et d'écrivains.